Ah, les séries télé. Un peu comme la musique, les consoles de jeux ou tout simplement nos vêtements, les séries qu'on regarde font probablement partie des indicateurs générationnels les plus marquants. Ces programmes, qui s'étalent parfois sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies, nous accompagnent en arrière-plan de nos vies, pendant qu'on prend de l'âge et évoluent en même temps que les personnages de ces fictions. Et très souvent, ces séries-là sont aussi les parfaits miroirs des époques où elles sont produites, en adressant souvent des sujets sérieux en sous-marin, même quand la tonalité semble légère, comme la mort lente et programmée de certains commerces au profit de la démocratisation du numérique, le manque cruel de moyens dont pâtissent les services de santé publique, ou la grande précarité dans laquelle vivent les classes moyennes à travers le monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une série comme Malcolm soit rangée dans la catégorie drame plutôt qu'humour dans le catalogue Disney+. Et dans cette galaxie sans fin de séries qui vont de la science-fiction nostalgique nord-américaine au drame social turc, il y a en général toujours une série qui tient une place spéciale dans votre cœur, un indéboulonnable dans votre classement, que ça soit par capital sympathie, amour de la réalisation, ou nostalgie pure et dure. Me concernant, si vous veniez me voir dans les années 90 et que vous me demandiez quelle série je ne raterais pour rien au monde, je ne vous aurais pas répondu La Bande à Dingo, Friends ou Pokémon, même si je les regardais beaucoup. Non, j'avais surtout jeté mon dévolu sur une certaine série mexicaine qui avait le pouvoir de vider des rues et des quartiers entiers au moment où elle était diffusée. Et c'est simple, ça tient en 3 syllabes. Apparu sur nos écrans en 1994, Marimar est un feuilleton mexicain qui nous raconte l'histoire de Maria del Mar, une jeune fille désargentée et analphabète qui vit dans l'extrême indigence avec ses grands-parents dans une cahute au bord de la mer. Contre l'avis de ces derniers, elle se rend souvent sur des terrains privés pour récupérer des fruits et légumes pour se nourrir, jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Sergio Santibáñez, le fils d'un propriétaire terrien dont elle tombe éperdument amoureuse. Cette romance sera le point de départ de l'intrigue, puisque c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à se gâter pour la jeune Marimar, dont la grande naïveté n'a d'égal que son sempiternel optimisme. Et parce que vous avez probablement autre chose à faire aujourd'hui que d'enchaîner 74 épisodes de 45 minutes entrecoupés de zooms dramatiques, de flashbacks et de retournements de situation, je vais vous résumer les 56 heures de série en quelques secondes pour vous aider à resituer le tout. Donc, dans les grandes lignes, Marimar se marie avec Sergio, que je vais renommer l'autre con parce que c'est une vraie tête à claque, qui la snob et la délaisse parce que s'il l'a épousée à la base, c'était surtout pour faire rager son père qui refusait de lui donner sa part de l'hacienda. Angelica, la belle-mère de l'autre con, qui est une version latina de Ramsay Bolton tellement elle est cruelle, met la misère à Marimar parce qu'elle la supporte pas et qu'accessoirement elle est très jalouse d'elle. Donc elle l'accuse à tort d'un vol de bijoux qu'elle n'a pas commis, et dans la foulée fait cramer sa cabane avec ses grands-parents à l'intérieur. Marimar est jetée en prison comme une malpropre, et découvre qu'elle est enceinte, ce qu'elle cache à l'autre con. Une fois sortie de prison, elle s'installe à Mexico et commence à travailler pour Gustavo Aldama, un riche homme d'affaires à la recherche de sa fille disparue qui, comme par hasard, se trouve être Marimar elle-même. Le monde est petit, dis donc. Bref, Gustavo instruit Marimar et lui apprend à devenir petit à petit une femme de la haute société, mais au fil de plusieurs épisodes, la jeune femme finit par réaliser que Gustavo est son père et elle décide de lui annoncer la nouvelle, sauf que, manque de bol, Gustavo est cardiaque et le choc émotionnel de cette révélation a raison de son cœur malade. Le décès de Gustavo rend Marimar immensément riche, étant la seule héritière de son vaste empire, et elle commence alors à se bâtir une réputation à Mexico sous le nom de Bella Aldama, une femme d'affaires aussi belle que redoutable. Son chemin finit par lui faire recroiser celui de l'autre con, qui ne la reconnaît pas sur le coup, mais qui tombe petit à petit amoureux d'elle. Marimar le fait tourner en bourrique pendant qu'elle entreprend d'anéantir son empire familial, pensant à tort que l'autre con l'a trahi et qu'il ne l'aime plus, en raison d'une fausse lettre envoyée à Marimar par la main d'Angelica, qui se faisait passer pour lui. Mais comme il y a toujours une justice divine dans ces telenovelas, Angelica meurt brûlée vive suite à un terrible accident de voiture, Marimar finit par découvrir la vérité sur l'autre con, lui pardonne tout dans la foulée, et les deux se remarient pour de bon pour enfin vivre pleinement leur histoire d'amour. Alors autant se le dire tout de suite, Marimar c'est loin d'être la meilleure des séries, et encore moins la meilleure telenovela, Parce que si je mets de côté ma nostalgie et le fait que j'étais un gamin dans les années 90, il faut se rendre à l'évidence, l'écriture n'a parfois ni queue ni tête et se permet autant de rebondissements qu'un ballon de basketball en finale de la NBA, les personnages sont archétypaux à des niveaux stratosphériques, et la série sert plutôt à plaire à l'audimat mexicain, plutôt conservateur sur certains aspects de la société, comme la place importante que doit revêtir la religion, ou le rôle que doit occuper une femme dans le foyer. Va aider ta grand-mère à la cuisine. C'est encore moi l'homme à la maison. La place de la femme, c'est à la cuisine! Donc à part une version au rabais du Comte de Monte Cristo, dans le fond, Marimar n'a rien de concret ou de supplémentaire à mettre sur la table.
Cette série a quand même marqué une génération de téléspectateurs et a durablement impacté la culture populaire dans toute l'Amérique latine, au point d'être assidûment suivie par des centaines de millions de personnes. Alors, comment l'expliquer? Et pourquoi vous parlez de Marimar en particulier et pas d'une des innombrables séries à rallonge qui lui ressemblent? Déjà parce que le temps de visionnage de certains de ces programmes dépasse parfois des durées de peine de prison, donc on n'a clairement pas le temps de tous les aborder, mais aussi parce que contrairement à beaucoup d'autres de ces telenovelas, Marimar a compris son public. Parce que là où certaines séries jouaient la carte du conte de fées moderne en mettant en avant des protagonistes donnant dans le stupre et les paillettes comme moyen de faire rêver son audience, Marimar a pris le parti d'incarner la frange la plus défavorisée du tissu social. Elle avait pas un sou vaillant et portait des haillons, mais son grand sourire et son côté débonnaire permettaient de contrebalancer cette dure réalité, envoyant par la même occasion un message d'espoir à toute personne vivant des difficultés économiques ou familiales, en se disant qu'il y a potentiellement des gens plus mal lotis, mais qui gardent la tête haute malgré tout. Et quand ta série est diffusée principalement en Amérique latine, au Maghreb ou en Asie du Sud-Est, donc dans des régions à forte disparité économique, il y a une forte probabilité pour qu'au moins une ou deux personnes se projettent consciemment ou non dans le quotidien de la jeune María del Mar. Même si en soi ce procédé n'a rien de révolutionnaire, notamment parce qu'il a déjà été appliqué dans d'autres séries et œuvres de fiction, il faut reconnaître que c'est une technique sacrément efficace. D'ailleurs, Stan Lee ne s'était pas pris autrement lorsqu'il a donné vie à l'homme araignée dans les années 60. Il a choisi de faire de Peter Parker un gars nécessiteux et galérien, qui en plus de faire face à des dilemmes moraux propres aux super-héros comme la responsabilité que son pouvoir lui incombe, se heurte quotidiennement à la réalité de sa condition pécuniaire, comme lorsqu'il galère à vendre ses clichés de Spider-Man pour une bouchée de pain, ou toutes les fois où il est en retard sur son loyer. D'ailleurs, c'est la raison principale qui pousse Spider-Man à blaguer même dans les situations périlleuses, puisque c'est un mécanisme de défense qu'il met en place pour faire face à son drame quotidien. Pour ce qui est de Marimar, le coup de génie de la série a été d'aborder la question de la pauvreté différemment. Elle est présente, certes, mais uniquement de manière conceptuelle et pas concrète. Parce que même si la jeune fille vivait dans une misère noire, ça l'empêchait pas d'avoir des allures d'égérie L'Oréal. La nana marchait pieds nus toute la journée, n'avait pas de brosse à dents ni accès à l'eau courante, mais ses sourcils étaient impeccs, ses dents d'un blanc immaculé, et sa peau était plus brillante que mon avenir. Bien sûr, tout ça était volontaire, puisque dans ce genre de telenovela, il y a une réelle intention de glamouriser la misère. Il faut donc la traiter avec légèreté et sans conséquence. Le message principal étant que la beauté reste là où la pauvreté est une épreuve de la vie qui peut être surmontée. Donc hors de question de montrer l'héroïne avec une pilosité Chewbacca ou avec des chicots pourris, parce qu'il faut continuer à vendre du rêve à la ménagère. Il y a même un nom pour ça dans la culture populaire sud-américaine, la pobre bonita, littéralement la pauvre jolie. En gros, tu peux subir les pires saloperies et coups foireux, être rabaissé et humilié en permanence, mais si t'as un beau physique, tout n'est pas perdu. En gros, Marimar parlait déjà de petits privilèges bien avant que le terme ne se démocratise quelques années plus tard. Le pire, c'est que c'est à peine un cliché, parce que Marimar ou pas, je vous apprends rien en vous disant que même dans la pauvreté, les gens sont loin d'être logés à la même enseigne. Pour peu que Mère Nature ait bien fait son taf et que la personne réponde à des critères de beauté plébiscités en Occident, un mauvais départ peut se transformer en happy ending. Il y a même des villages dans certaines régions du monde où t'as des petites filles qui apprennent très tôt à marcher et à se comporter comme des mannequins dans l'espoir d'être repérées et d'en faire une carrière internationale par la suite. Le truc, c'est que pour une fille qui réussit, t'en as 10 000 qui restent sur le carreau et qui donc continueront de rêver d'un avenir qui n'existera malheureusement que dans leur imagination. Et c'est pour ça que des feuilletons comme Marimar ont réussi à conquérir un très large public, parce que la série ne vend pas une histoire d'amour, encore moins le récit d'une ascension sociale ou d'une revanche. Le truc que Marimar a vendu à 2 milliards de personnes dans plus de 150 pays et 20 langues différentes, c'est tout simplement un peu d'espoir. L'espoir qu'un jour on puisse troquer son quotidien miséreux contre une vie meilleure et loin des affres de la pauvreté et de la souffrance. Un sentiment universel qui parlait aussi bien aux mères de famille qui trimaient pour nourrir leurs enfants, qu'aux ouvriers de chantier, habitants de campagne reculées ou aux adolescents mal dans leur peau. Marimar, c'était vous. C'était moi. C'était un peu tout le monde et personne à la fois. Les personnes qui espèrent, celles qui galèrent, bref, celles qui rêvent de lendemain meilleur. Pendant quelques épisodes, quelques semaines, quelques mois, cette telenovela nous a permis de croire que malgré les déboires auxquels on pouvait faire face et tuiles qui pouvaient nous tomber dessus, la vie avait toujours le potentiel de changer pour le mieux. Et dans une époque où les IA remplacent des scénaristes et où les filtres créent de nouveaux standards de beauté aseptisés, Marimar est un miroir du passé qui nous rappelle que l'envie viscérale de vouloir se sortir de sa condition reste un narratif intemporel et puissant qui triomphera toujours du vernis numérique.